Pour la vidéo d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une chose avant tout, les nerfs. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 7 criminels qui ont choqué le monde entier. Parmi eux, une meurtrière que personne n'aurait jamais soupçonnée, un homme qui a taillé un costume dans des matériaux très spéciaux, et une jeune fille dont les actes nous laissent encore stupéfaits après plus de 40 ans. La vidéo sera effrayante, dérangeante, mais aussi étrangement fascinante, alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Nous commençons notre vidéo avec le numéro 7, et un criminel tellement diabolique qu'il pourrait sortir tout droit d'un film d'horreur. Lorsque le russe Alexander Pichushkin a été arrêté en 2007, les enquêteurs ont découvert un échiquier dans son appartement sur lequel 61 des 64 cases étaient marquées. Et ces marques ont une origine plus que cruelle. Il s'est avéré que chaque croix représentait l'une des victimes de Pichushkin. L'homme âgé de 33 ans assassinait des personnes sans distinction depuis l'âge de 18 ans. Le criminel se moquait de savoir s'il s'agissait d'hommes, de femmes ou d'enfants. Aucune de ses victimes ne lui avait fait quoi que ce soit. Sa seule motivation était de tuer une personne pour chaque case de son échiquier et de battre ainsi ce qu'il appelait le record du pire tueur en série russe à ce jour, qui avait assassiné 53 personnes. Par ailleurs, Alexander Pichushkin, baptisé le meurtrier à l'échiquier par les médias, ne regrette pas ses actes à ce jour, et a même déclaré au tribunal qu'une vie sans meurtre serait pour lui comme une vie sans nourriture pour d'autres personnes. Il fut condamné à la prison à vie et envoyé dans la colonie pénitentiaire la plus rude de Russie. Après le meurtre de l'échiquier, nous arrivons au numéro 6, un homme dont les crimes ont également choqué le monde entier dans les années 90. Il s'agit de Joe Metheny. Cet Américain menait initialement une vie tout à fait normale et discrète. Mais lorsque sa femme l'a quitté en emportant leur enfant, l'homme de 39 ans a complètement perdu la tête et est devenu dépendant de diverses substances. Cependant, il a réussi à cacher son addiction et a continué à travailler discrètement en tant que conducteur de camion élévateur. Durant son temps libre, cependant, il est devenu fou et a peu à peu assassiné au moins 5 personnes avant qu'il ne soit rattrapé et arrêté. Puisqu'on estime qu'il y a un certain nombre de cas non signalés, le nombre de victimes pourrait même s'élever à 13. Selon ses propres dires, la seule raison qui l'a poussé à commettre ces actes cruels était qu'il y prenait plaisir et qu'il se sentait shooté par ses actes. Comme si cela ne suffisait pas, Joe Metheny a admis plus tard en prison qu'il avait également tenu un magasin de rue proposant des spécialités de barbecue. Et la viande de barbecue qu'il vendait à ses clients qui ne se doutaient de rien ne provenait ni de vache ni de porc. Après cette affaire incroyable, nous poursuivons avec le numéro 5, et un crime dans lequel personne n'a été blessé physiquement, mais qui dépasse de loin tous les autres crimes en termes de profit financier. Le directeur du centre du Diamant d'Anvers célébrait son mariage le week-end de Pâques 2003, quand un événement s'est produit que personne n'aurait cru possible. Le centre du Diamant était considéré jusque-là comme absolument sécurisé. Il y avait, entre autres, d'innombrables barrières de sécurité, des caméras de surveillance, de portes blindées, des agents de sécurité et même une station de police tout près de l'entrée. Cependant, un groupe de criminels connu sous le nom de l'école de Turin a réussi à s'introduire dans le hautement sécurisé centre du Diamant pendant ce week-end. Durant 27 mois, soit plus de 2 ans, ils ont tout repéré, infiltré des membres du gang dans l'entreprise, identifié les faiblesses des dispositifs et mis au point un plan sophistiqué et méticuleux. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi, totalement sans violence, à voler des diamants, des montres, des bijoux et de l'argent liquide pour une valeur allant jusqu'à 400 millions d'euros. Jamais encore, ni depuis, des criminels n'ont réussi à dérober une telle quantité de pierres précieuses que lors du braquage des diamants d'Anvers. D'ailleurs, jusqu'à présent, un seul des criminels impliqués a été arrêté et il n'y a toujours pas de traces de la majorité du butin. Après ce vol très intelligent, nous poursuivons avec le numéro 4 et un cas datant des années 60 qui est tellement impensable qu'à l'époque, on ne savait même pas comment condamner le coupable. Mais allons-y pas à pas. En mai 1968, le corps de Martin, 4 ans, est découvert sur un chantier. Pour la police et la famille, tout ressemble à un accident. La seule chose étrange est que sa tante a reçu peu après la visite de Marie Belle, âgée de 10 ans. Marie lui a demandé en souriant si son neveu lui manquait et a rigolé. Environ un mois plus tard, la petite fille se rendit chez la famille Howe, qui vivait dans le quartier, et leur dit qu'elle avait étranglé le jeune garçon et qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Personne ne l'a cru. Peu de temps après, cependant, Brian, 3 ans, le plus jeune enfant de la famille Howe, a également été retrouvé mort.
Marie-Belle s'est présentée à ses funérailles en riant et en se frottant les mains. Et même si personne n'a pu le croire pendant longtemps, la petite fille s'est avérée être l'auteur des 2 meurtres. Étant donné qu'il n'y avait pas de prison pour de si jeunes criminels, Marie-Belle a d'abord été mise dans un pensionnat fermé pour garçons et par la suite dans une prison pour femmes. À l'âge de 22 ans, elle a été libérée et vit aujourd'hui sous un faux nom quelque part en Angleterre. Après cette triste affaire, nous en arrivons au numéro 3 et à un événement qui a terrifié toute l'Allemagne en 1988. Il s'agit de la prise d'otage. Jürgen Rosner et Dieter Degowski ont attaqué une banque à Gladbeck, en Rhénanie du Nord-Westphalie, et ont pris en otage 2 employés. Après avoir reçu de l'argent et une voiture pour s'enfuir après des négociations avec la police, ils n'ont pas pris la fuite immédiatement, mais ont d'abord acheté de la nourriture et de l'alcool. Une traque de 3 jours à travers l'Allemagne et les Pays-Bas a suivi, au cours de laquelle les criminels ont pris en otage d'autres personnes, des voitures et un bus. Mais ce n'est pas tout. Au cours de leur poursuite, ils ont non seulement tué l'un de leurs otages, qui n'avait que 18 ans, mais aussi un garçon de 14 ans qui n'avait rien à voir avec l'affaire. Comme si cela n'était pas assez triste, c'est surtout le comportement incroyable des médias qui a fait entrer cette affaire dans l'histoire. En effet, la totalité de l'Allemagne a pu suivre les événements en direct à la télévision. Déjà dans la banque, le présentateur de RTL+, Hans Meisser, a mené une interview téléphonique avec les auteurs de l'attentat, et ensuite, des dizaines de journalistes de différents journaux et organismes de radio et de télévision ont suivi les criminels et les ont photographiés et filmés, mais aussi interviewés alors même que leurs otages terrifiés étaient assis à côté d'eux et en jouent. Certains journalistes ont même proposé d'aider les criminels en leur donnant les meilleurs itinéraires pour qu'ils puissent s'enfuir. Passons au numéro 2 et à un homme qui est entré dans l'histoire des États-Unis sous le nom de boucher fou de Plainfield. Et il s'agit d'Ed Gein. En fait, les actions d'Ed Gein sont tellement aberrantes que nous ne pouvons les évoquer ici que de manière restreinte. Mais le seul fait que son cas ait servi de modèle aux films Psychose, Le Silence des Agneaux et Massacre à la tronçonneuse, et que même les actes des protagonistes de ces films soient loin d'être aussi violents que les véritables actes d'Ed Gein en dit long. Après le décès de ses parents, Ed Gein a habité seul dans une immense ferme isolée, et ce qu'il y a fait est hors de portée des policiers les plus endurcis. Il a assassiné au moins 2 femmes et a volé plus de 15 corps du cimetière local qu'il a ramené chez lui. Il les a ensuite utilisés à des fins très particulières. Comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas entrer dans les détails ici, mais disons-le de cette façon. Dans sa maison, on a retrouvé parmi d'autres choses un costume, des masques, des abat-jours, des meubles divers, des bols et d'autres objets ménagers qu'Ed Gein avait confectionnés de lui-même. Et ils n'étaient pas faits à partir des matériaux habituels. Après Ed Gein, dont les actes inconcevables ont servi de modèle aux criminels d'innombrables livres, films et séries, nous en arrivons au numéro 1 et à un cas terrifiant. Je suis sûr que vous avez tous entendu et fredonné la chose dont je vais vous parler. Même si cela semble étrange au premier abord, vous allez en savoir plus dans un instant. En attendant, abonnez-vous à Bon à savoir si vous voulez voir des vidéos intéressantes dans le futur. Ce crime a eu lieu le lundi 29 janvier 1979. La matinée était paisible à l'école primaire Grover Cleveland de San Diego, aux États-Unis. À 8h30, de nombreux élèves jouaient dehors quand soudain, et sans prévenir, le drame s'est produit. Brenda Ann Spencer, 16 ans, a semé le chaos de façon brutale. Un chaos qui a coûté la vie à 2 personnes. Lorsqu'on l'a interrogée sur les raisons de son acte, la jeune fille de 16 ans a seulement répondu « Je n'aime pas les lundis ». Elle n'avait aucune raison, c'était juste de l'amusement. Au cours de la même année, la chanson « I Don't Like Mondays », « Je n'aime pas les lundis », a été composée et est devenue un immense succès, qui passe encore souvent à la radio et dont vous connaissez peut-être la mélodie entraînante. Maintenant, dites-nous dans les commentaires lequel de ces criminels vous pensez être le pire de tout cela. Au revoir et à la prochaine, ici sur Bon à savoir.